Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes bien chers amis, bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91, chaîne destinée aux malvoyants et aux non-voyants, pour les informer sur une foultitude de sujets. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série que j'intitule Journal de paléontologie. La paléontologie, c'est la science qui étudie les époques géologiques anciennes, ainsi que tout ce qui vivait, les animaux, les plantes et tout ça. Les ères qui étaient avant notre ère à nous. Donc dans le premier, je vous avais parlé de l'échelle des temps géologiques. Aujourd'hui, nous allons commencer dans ce journal ainsi que dans les suivants une grande fresque concernant les dinosaures. Un sujet qui me passionne, et puis je voulais vous signaler aussi que pour plus de détails sur les dinosaures, j'ai une autre série qui s'intitule Paléontologie, dinosaures au cinéma. Donc, dans cette série-là, qui complète celle des journaux de la paléontologie, eh bien, vous verrez nous parlerons des dinosaures qui figurent dans les films Jurassic Park 1, 2, 3, ainsi que dans le quatrième qui s'intitule Jurassic World. Ne vous inquiétez pas, comme ce sera mentionné dans les titres, les dinosaures ne seront pas répétés des descriptions d'un film à l'autre. Ils seront, par exemple, si un dinosaure est mentionné, par exemple, tiens, le Vélociraptor est mentionné dans la première apparition dans Jurassic Park 1. Donc, je n'en reparlerai pas plus tard, pour ne pas faire de redondance. Donc, il y aura aussi d'autres sections dans la paléontologie. Il y aura les dinosaures volants, les dinosaures aquatiques. Il y aura aussi les dinosaures terrestres, mettons tous ceux qui n'auront pas figuré dans les films de Jurassic Park, qui seront mentionnés aussi, puis il n'y aura pas de redondance. Et nous aurons aussi les mammifères qui vivaient à cette époque, oui, parce qu'il y en avait de doux, mais de très dangereux, même qui pouvaient s'attaquer aux tyrannosaures, aux vélociraptors, et qui étaient aussi dangereux que les prédateurs de l'époque. Donc, voilà, je voulais vous mentionner en préambule un petit peu qu'est-ce qui se passerait dans ces catégories-là. Donc maintenant, nous commençons notre journal d'aujourd'hui, le numéro 2 de la paléontologie, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un dinosaure ?» Au sommaire de ce journal, nous aurons l'introduction. En section 1, la première découverte. En section 2, les dinosaures, des reptiles avant tout. En section 3, quelques caractéristiques communes à tous les dinosaures. 3.1, c'est la position mammalienne.
Ça veut dire que les dinosaures qui peuvent se tenir debout sur leurs deux pattes arrière. Et cela n'a rien à voir à faire avec le... Même s'il y a le mot mammal dedans, cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils puissent enfanter comme nous les humains. Ce n'est pas du tout cela. En 3.2, leurs dents. En 3.3, leur mode de reproduction. En 3.4, une particularité qu'ils ont qui s'appelle la fenêtre préorbitale. En 3.5, leur cœur. En section 4, qui s'intitule la classification des dinosaures. En 4.1, les dinosaures saurichiens, qui s'écrit S comme Simon, A-U-R-I, S comme Solange, C-H-I-E-N comme Nicole, S comme Simon. En 4.1a, les théropodes, qui s'écrit T-H-E accent aigu R-O-P-O-D-E-S comme Simon. En section 4.1b, les sauropodomorphes, qui s'écrit S-A-U-R-O-P-O-D-O-M-O-R-P-H-E-S comme Simon. En section 4.2, les dinosaures ornithichiens, qui s'écrit O-R-N comme Naomi, I-T-H-I-S comme Solange, C-H-I-E-N-S, N comme Nicole et S comme Sophie. Section 4.2a, les ornithopodes, qui s'écrit O-R-N comme Naomi, I-T-H-O-P-O-D-E-S comme Sylvie. Section 4.2b, les... Attendez une minute, là. Thyréophores, qui s'écrit T-H-Y-R-E accent aigu O-P-H-O-R-E-S comme Suzanne. En 4.2c, les marginocéphales, qui s'écrit M comme maman, A-R-G-I-N comme Nicole, O-C-E accent aigu, P-H-A-L-E-S comme savoir. Voilà, fin du sommaire. Nous débutons avec l'introduction. Introduction. Les dinosaures sont parmi les plus célèbres animaux du monde, mais paradoxalement, ils sont aussi parmi les moins bien connus. Nous ne connaissons leur existence que grâce aux fossiles, c'est-à-dire les os pétrifiés qui ont été retrouvés, les parties dures, ce qu'on appelle aussi les parties dures du corps, qui ont été enterrées et prises dans les roches depuis des millions d'années. Les plus anciens fossiles de dinosaures datent du début de l'époque, ce qu'on appelle l'ère géologique, qu'on appelle le Trias supérieur, qui a eu lieu il y a environ à peu près 230 millions d'années. Il est presque certain que leur origine est bien antérieure. Mais bon, on n'a pas réussi à trouver plus anciens. Probablement les os ont été réduits en poudre à cause de compression de la terre, de plaques tectoniques qui ont bougé, d'éruptions volcaniques, et ainsi de suite. Ça a été réduit en poudre ou en magma. La suprématie des dinosaures a été totale jusqu'à la fin de la période géologique qu'on appelle le Crétacé, il y a environ 65 millions d'années. Il existait des dinosaures de toutes les tailles, de minuscules chasseurs, pas plus gros
qu'un chat aux géants, les plus énormes créatures jamais connues. Tous semblent avoir eu 4 membres et une queue. Certains marchaient et couraient sur leurs 2 pattes arrière, ce qu'on appelle la position mammalienne dont j'ai parlé tantôt. D'autres sur les 4 pattes, qu'on appelle la position quadrupède. Quelques-uns même faisaient les 2, selon leurs besoins. Malheureusement, les fossiles ne nous permettent pas de connaître la couleur de la peau ou des écailles des dinosaures. Les couleurs et les formes dessinées sont des suppositions. On peut même se référer par exemple aux peintures rupestres, voilà, qu'on a découvert comme dans la fameuse grotte de Lascaux en France. Des images peintes avec des pétroglyphiques, ça veut dire à partir de pétrole ou à partir d'autres pigments naturels tirés des plantes ou des roches pulvérisées. Donc, est-ce vraiment les vraies couleurs des dinosaures ou bien est-ce des représentations religieuses pour les couleurs qui signifiaient quelque chose pour les gens de l'époque? Nous ne le saurons jamais puisque nous ne pourrons pas les interroger, bien sûr. Ils ne savaient pas écrire à l'époque, donc ils ne pouvaient pas nous transmettre leur connaissance par leur savoir, à moins que ce fût tout simplement des descriptions stylisées ou artistiques selon le désir ou l'envie du peintre amateur. Certains dinosaures étaient peut-être verts ou marron terne, comme les crocodiles. Ça, c'est une position qui est bien plausible. Et d'autres de couleur vive, comme certains lézards ou serpents que l'on voit encore aujourd'hui. De récentes découvertes faites en Chine bousculent quelque peu les idées reçues, car elles tendent à montrer que pour une partie au moins, les dinosaures auraient pu être couverts d'un plumage primitif. Hey, les dinosaures à plumes, franchement, on en apprend tous les jours. Les paléontologues continuent leurs recherches chaque jour, tant sur le terrain que dans leur centre de recherche, et chaque nouvelle espèce de dinosaure est étudiée, puis répertoriée, et enfin les fossiles sont sauvegardés dans des musées ou des universités. Malgré ce travail énorme, il est extrêmement probable que nous ne saurons jamais combien d'espèces de dinosaures ont existé pendant leur règne qui a duré environ 165 millions d'années. À ce jour, il existerait un peu moins de 700 espèces répertoriées. Fin de l'introduction. Section 1. La première découverte. En 1819, en Angleterre, Gédéon Mantel, qui vécut de 1790 à 1852, qui était médecin et paléontologue, découvre par hasard dans une forêt les fossiles de dents d'un animal dont il ne peut pas identifier l'origine. Mantel les montre alors à d'autres scientifiques qui les rejettent en les considérant comme provenant de poissons ou de mammifères. L'éminent anatomiste français de l'époque, Georges Cuvier, qui est mondialement connu, les identifie même comme étant les dents d'un rhinocéros. Donc là, notre fameux homme célèbre, il s'est vraiment mis un doigt dans l'œil et l'autre, le soleil ne brille pas. Hein?
Mantel, lui, est convaincu qu'il n'en est rien et remarque qu'elle ressemble aux dents d'un iguane, mais 20 fois plus grande. À partir de cela, il estime la taille du spécimen à au moins 20 mètres de longueur. L'animal fut donc nommé Iguanodon, je vous répète, I majuscule G-U-A-N comme Naomi, O-D-O-N comme Normand. Ce nom est en latin et la signification est tout simplement « dent de l'iguane ». C'est ce que ça signifie. Pour l'anecdote, certains affirment que c'est Marianne, la femme de Gédéon Mantel, qui découvrit en fait le premier fossile. Il fallut cependant attendre 1842 pour que le terme dinosaure apparaisse pour la première fois. C'est Richard Owen, qui vécut de 1804 à 1892, qui était lui aussi médecin et paléontologue, qui était un ennemi juré de Gédéon Mantel, qui propose en 1841, lors de la réunion de la British Association of Science, je veux dire, le nom de Dinosauria, qui vient du grec de Inos, qui s'écrit D-E-I-N-O-S, qui veut dire terrible, et Sauria, S-A-U-R-I-A, qui veut dire reptile. Avec l'aide du prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, mari de la reine Victoria, la grande reine Victoria, vous savez, à laquelle on a donné une ère de notre histoire qui s'appelle l'époque victorienne. Et il créa le Muséum d'histoire naturelle de Londres à South Kensington pour exposer la collection nationale de fossiles de dinosaures. Fin de la section 1. Section 2. Les dinosaures. Des reptiles avant tout. Le terme de dinosaure englobe un groupe de reptiles très diversifiés qui a dominé la Terre au cours de l'ère mésozoïque, que l'on appelle aussi secondaire. Durant 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Il n'y a eu aucun dinosaure qui vécut avant ou après cette ère. En tout cas, avant, on n'a pas les traces, mais après, ça c'est certain, parce qu'ensuite on tombe dans l'époque préhistorique et n'en déplaise à certains écrivains ou à certains fabulateurs qui font les films ou des dessins animés, il n'y avait pas de dinosaures à l'époque préhistorique où vécurent les hommes des cavernes et les hommes de l'âge du bronze ou du fer. Dinosaures, il n'y en avait plus. Donc désolé de détruire un mythe, mais c'est la vérité. Au cours des 165 millions d'années que dura l'existence du groupe de 230 pardon, on recommence. Au cours des 165 millions d'années que dura l'existence du groupe de moins 230 millions d'années à moins 65 millions d'années, celui-ci connut une très grande diversification. Les paléontologues estiment que plusieurs milliers d'espèces
de dinosaures ont dû exister, mais malheureusement, la plupart d'entre elles n'ont pas laissé de traces ou n'ont pas encore été découvertes. À ce jour, il existerait un peu moins de 700 espèces répertoriées. Une récente étude américaine arrive à la conclusion qu'environ 71% des genres de dinosaures restent à découvrir, ce qui porterait à 1850 le nombre d'espèces de dinosaures ayant existé. Cette même étude prévoit que les 3/4 des familles de dinosaures encore inconnus seront identifiés dans les 100 prochaines années. Contrairement à une idée reçue, les appellations de dinosaures... on recommence. Certains paléontologues disent que, contrairement à une idée reçue, les appellations de dinosaures marins ou de dinosaures volants ne sont pas correctes. Ils disent qu'on parle plutôt de reptiles marins ou de reptiles volants, mais attention, ces derniers n'appartiennent pas à la famille des dinosaures. Ok. Ils disent aussi que les dinosaures sont des reptiles, mais tous les reptiles du Mésozoïque ne sont pas des dinosaures. Bon, ils poursuivent en développant leur argument. Ils disent qu'à titre d'exemple, l'Ichthyosaurus, qui s'écrit L'-I-C-H-T-H-Y-O-S comme Simon, A-U-R-O-S comme Solange, n'était pas un dinosaure. Il disait plutôt que c'était un reptile marin à corps de poisson. Il ressemblait de façon frappante au dauphin actuel. Un autre, ils poursuivent en disant, par exemple, un autre exemple que Pteranodon, qui s'écrit P-T-E-R-A-N comme Nicole, O-D-O-N comme Normand, quant à lui, n'était pas un dinosaure. Il disait plutôt que c'est un reptile volant. Bon. Tandis que, pour ne pas se casser la gnognotte, les autres scientifiques disent que tous les animaux à cette époque-là étaient des dinosaures. Voilà, tous ceux qui étaient des genres de reptiles, pour eux, qu'ils soient à plumes, à écailles, c'était des dinosaures. Mais ils n'incluent pas là-dedans, par exemple, comment pourrais-je vous dire, certains poissons qui avaient vraiment l'allure de poissons, ou certains oiseaux qui ressemblaient vraiment à des oiseaux, ou les mammifères qui ressemblaient vraiment à des mammifères, bien sûr, n'étaient pas inclus dans la définition de dinosaure. Bon, c'est une dispute qui dure encore toujours, mais bon, c'est pas nous qui allons la régler. Fin de la section 2. Section 3. Quelques caractéristiques communes des dinosaures. Chaque dinosaure possède ses propres caractéristiques. Cependant, certaines d'entre elles sont communes à l'ensemble du groupe, car issues d'un ancêtre commun qui se nomme l'archéosaure, qui s'écrit L'-A-R-C-H-O. Ah oui, pardon, je répète, qui se nomme l'archosaure. Donc j'appelle L'-A-R-C-H-O-S comme Simon, A-U. Non. Et misère. On répète encore, pardon, on est en direct, je suis un peu nerveux. Et puis c'est des noms à rallonge. Hein?
L apostrophe A-R-C-H-O-S comme Simon, A-U-R-E. 3.1. Chez les reptiles primitifs, le fémur était horizontal et les membres écartés du tronc ne permettaient pas de soulever les corps nettement au-dessus du sol. Chez les dinosaures, au contraire, la tête articulaire du fémur était bien différenciée et déplacée vers l'intérieur du corps de l'animal, ce qu'on appelle la position mammalienne. Cette caractéristique permettait, pour certains dinosaures, de se placer en position verticale. 3.2. Les dents des dinosaures étaient uniformes. Il n'y avait pas de distinction de type comme chez les mammifères. 3.3. La ponte d'œuf est le seul mode de reproduction connu à l'heure actuelle. Il est peu probable que l'on trouve les concernant un autre mode de reproduction, puisqu'ils sont, tous tant qu'ils sont, des reptiles, donc du type ovipare. Ça veut dire qu'ils se reproduisent en pondant des œufs. 3.4. Les dinosaures possédaient une cavité spécifique dans leur crâne, on appelle une fenêtre osseuse supplémentaire, ce qui veut dire une fenêtre, ce qui signifie qu'ils ont une fenêtre osseuse supplémentaire dans le crâne devant l'orbite, une ouverture à laquelle on a donné le nom de fenêtre préorbitale ou bien antéorbitale, ce qui les distinguait des autres reptiles. 3.5. Le cœur des dinosaures comportait 4 cavités, pompant le sang en 2 étapes à partir d'une aorte unique. Ce qui est un trait typique des mammifères ou des oiseaux, et fort éloigné de ce que l'on retrouve chez les reptiles modernes. Ceci suggère l'existence d'un système respiratoire et d'un système circulatoire séparés, ce qui permet un métabolisme bien plus rapide que celui des animaux à sang froid. Autrement dit, il est extrêmement probable que les dinosaures étaient des animaux aussi actifs que les animaux modernes. Fin de la section 3. Section 4. Classification des dinosaures. Il existe à ce jour un peu moins de 900 espèces de dinosaures répertoriés, entre 700 et 900, je veux dire. Un peu plus de la moitié de celles-ci ne sont représentées que par un seul spécimen, le plus souvent incomplet, et moins de 20% d'entre elles sont connues par plus de 5 spécimens. L'arbre généalogique des dinosaures est représenté par ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, un cladogramme, qui s'écrit C-L-A-D-O-G-R-A, M comme Marco, M comme maman, E. Il n'est pas un... Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, car tous les paléontologues
ne sont pas d'accord sur la façon de classifier les dinosaures. Ne soyez donc pas surpris si, suivant les sources consultées, le mode de classification diffère quelque peu. Il est à noter également que cette classification évolue en fonction de certaines découvertes qui peuvent modifier la classification établie ou même créer de nouvelles branches lorsqu'une nouvelle espèce de dinosaure totalement inconnue ne rentre dans aucun groupe répertorié. Il existe deux grands groupes de dinosaures, les saurichiens, qui s'écrit S-A-S comme Simon, A-U-R-I-S comme Sylvie, C-H-I-E-N comme Naomi, S comme Sophie. Et les ornithichiens, qui s'écrit O-R-N comme Nicole, I-T-H-I-S comme Sophocle, C-H-I-E-N comme Nuremberg, S comme Scotch. Leur différenciation se fait principalement sur la structure de leur bassin. 4.1 Les dinosaures saurochiens. Les saurochiens qui ont à bassin de lézard, aussi appelés sauripelviens, qui s'écrit S-A-U-R-I-P-E-L-V-I-E-N comme Novgorod, S comme Soviet, ont un bassin qui s'apparente à celui des autres reptiles, comme les crocodiles, les alligators et les lézards. Chez les saurochiens, le pubis est dirigé vers le bas et vers l'avant. Il forme un V à l'envers avec la partie inférieure arrière qu'on appelle l'iction, qui s'écrit L'-I-S comme Sophie, C-H-I-O-N comme Normand. Puis en parenthèse, je vous dirais aussi que l'ilion, hein, L'-I-L-I-O-N comme Normand, est la partie supérieure. Ces trois os servaient de point d'ancrage aux muscles des membres inférieurs. Un dinosaure saurochien. Pardon. Ok, on continue, pardon. J'ai fait une petite erreur. L'ordre des saurochiens est subdivisé en deux sous-ordres, que nous voyons ici. Le 4.1a, les théropodes. Ce sous-ordre comprend notamment tous les bipèdes carnivores, comme les tyrannosaures, mais également la famille des coelurosauriens, qui s'écrit C-O-E-L-U-R-O-S comme Simon, A-U-R-I-E-N comme Nicolas, S comme, là-dedans il y a comme l'Archéoptérix, qui s'écrit L'-A-R-C-H-E-O-P-T accent aigu R-Y-X, la famille qui a probablement évolué vers les oiseaux actuels. Une petite précision, quand je dis évoluer, bon, ça, il y a une grande dispute parmi les paléontologues, les scientifiques. L'évolution des espèces
que M. Charles Darwin a inventé de toutes pièces. Avec les connaissances qu'il avait à l'époque, il a fait ce qu'il a pu, mais il est complètement dans le champ de navet. Et aujourd'hui, il est repoussé par plus de la moitié des scientifiques et plus de 80% des paléontologues. En effet, on ne dit pas que une espèce se transforme en une autre. Cela est scientifiquement impossible. Chaque espèce qui vit ou qui a vécu, qui est disparue ou qui naîtra un jour, si, mettons, l'homme ne s'en mêle pas à créer justement des hybrides, des mutants, s'il laisse la nature aller par elle-même, les espèces donc sont uniques. Hein? Il n'y a pas un individu pareil. Et chaque espèce s'adapte, n'est pas évolutive, mais adaptable. C'est-à-dire qu'elle s'adapte à son environnement, hein, à ce qui l'entoure, au climat, au changement de nourriture. Elle s'adapte même à la pollution, elle apprend à y résister de son mieux. Elle s'adapte même à nos insecticides, à nos poisons que nous infligeons à la mère Terre, ce qui est une grande idiotie universelle de la part des humains. Donc voilà, je tenais à préciser ça parce que à l'école, souvent dans nos livres de biologie ou d'écologie, tout ça, on apprend que l'homme descend du singe. Hein, ce qui est complètement idiot. Parce qu'un singe, c'est un singe. Hein. Il y a certaines caractéristiques qui se ressemblent à l'homme, mais c'est tout de même un animal. Hein. Le film la planète des singes, ou les séries qui ont été faites à la planète des singes, un genre de film catastrophe où les humains avaient détruit la Terre en faisant la guerre contre les singes qui étaient devenus intelligents. Donc les hommes ont lâché des bombes nucléaires pour essayer d'éradiquer ça. C'est pas réel. Ça ne sera jamais non plus. Un singe ne pourra pas évoluer, son cerveau est fait de telle manière qu'on ne pourra pas le transformer en homme, comme on ne pourra pas transformer un requin en être intelligent non plus, ni un arbre, et bon. Donc il faut arrêter de déconner. Chaque espèce est unique et merveilleuse en son genre, même les espèces que nous n'aimons pas. Hein? Bon. Désolé d'avoir fait une digression, mais je tenais à le préciser tout de suite. Parce que lorsque j'enseignerai ce que Darwin et ses semblables appelaient l'évolution de l'homme, parce que je vais faire des séries là-dessus, en paléontologie également, je vais appeler ça, comme les scientifiques aujourd'hui qui sont quand même mieux outillés que ceux d'il y a 200 ans, l'adaptabilité de l'homme et l'adaptabilité des espèces vivantes. Donc c'est très important de le préciser, de démystifier une idiotie qui disait que l'homme descend du singe comme, bon, voilà. Bon, nous continuons. L'étymologie du nom théropode signifie pied de bête sauvage. Hein, une drôle d'appellation, mais bon. Ils étaient présents sur l'ensemble de la planète pendant toute la période du Mésozoïque. 4.1 B. Les sauropodomorphes. Ce sous-ordre comprend essentiellement des quadrupèdes herbivores ayant un long cou et une grande queue, dont les membres de certaines familles ont atteint des tailles gigantesques, comme le Diplodocus, qui est mondialement connu. L'étymologie du nom sauropodomorphe signifie forme à pied de lézard. Ils ont été présents de l'ère du Trias supérieur jusqu'à la fin du Crétacé pour certaines familles de sauropodes, comme les Brachiosauridae, qui s'écrit B-R-A-C-H-I-O-S comme Simon,
A-U-R-I-D-E accent aigu, S comme Sophie. Les Titanosauridés, qui s'écrit T-I-T-A-N comme Normand, O-S comme Sophie, A-U-R-I-D-E accent aigu, S comme Solange. Par exemple aussi les Diplodocidés, qui s'écrit D-I-P-L-O. D-I-P-L-O, D-O-C-I-D-E accent aigu, S comme Simon. Ou bien, et aussi comme les Camarasauridés, qui s'écrit C-A-M comme maman, A-R-A-S comme Simon, A-U-R-I-D-E accent aigu, S comme Sophie. 4.2 les dinosaures ornithiquiens. Les ornithiquiens, qui ont un bassin d'oiseaux, ont un bassin qui se rapproche de celui des oiseaux sans pour autant avoir un lien de parenté avec ceux-ci, comme j'ai mentionné tantôt. Chez les dinosaures ornithiquiens, les deux parties inférieures de l'os du bassin, le pubis et l'ischion, sont parallèles et dirigés vers le bas et vers l'arrière. L'ordre ornithiquien est subdivisé en 3 sous-ordres. 4.2a les ornithopodes, qui s'écrit O-R-N comme Naomi, I-T-H-O-P-O-D-E-S comme Sophie. Comme tous les ornithiquiens, les ornithopodes étaient herbivores. Ils possédaient généralement de nombreuses dents pour mastiquer les feuilles. Ils avaient jusqu'à... Ils pouvaient avoir jusqu'à 1000 dents jugales. Non, 1000 dents jugales au cours de leur vie. L'étymologie du nom ornithopode signifie pied d'oiseau. Ils ont été présents dès le début du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé. 4.2b les thyréophores, qui s'écrit T-H-Y-R-E accent aigu O-P-H-O-R-E-S comme Simon. Le sous-ordre des thyréophores constituait un groupe de dinosaures assez primitifs dont les mâchoires étaient moins complexes que celles des marginocéphales et des ornithopodes. Les dents des thyréophores étaient cuirassées. Pardon, je recommence, une petite faute. Je voulais dire plutôt, on commence la phrase, les dos et non les dents, donc les dos des thyréophores étaient cuirassés par des plaques osseuses, des pics ou des épines. L'étymologie du nom thyréophore signifie d'ailleurs porteur de bouclier. Ils ont vécu du début du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé. 4.2c les marginocéphales, qui s'écrit M-A-R-G-I-N-O-C-E accent aigu P-H-A-L-E-S comme Simon.
La taille et la morphologie des marginocéphales varient considérablement d'une espèce à l'autre. Certains mesuraient moins d'1 mètre et les plus grands, les cératopsiens, qui s'écrit C, accent aigu, R-A-P-O-P-S comme Sophie, I-E-N-S comme Nicole, S comme Solange, leur nom signifie porteur de cornes, pouvaient atteindre de 6 à 8 mètres. Les marginocéphales ont vécu entre le Jurassique supérieur et le Crétacé supérieur. Fin de la section 4. Ouf. Tout un article, mes amis, n'est-ce pas? J'espère que je n'ai pas trop bafouillé et désolé pour les ratures, mais bon, je fais ça en direct avec des notes prises à la haute, donc j'essaie de ne pas trop m'embirlificoter la langue parce qu'il y a des noms vraiment là-dedans, des noms à rallonge avec un billet de logement, n'est-ce pas? Donc on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Donc je vous remercie d'être indulgent avec moi, je fais vraiment de mon mieux pour vous apporter des sujets que je juge intéressants. Et naturellement, n'oubliez pas que ni Alain ni moi ne pouvons traiter de tous les sujets qui existent dans le monde. Donc on demande votre collaboration pour nous aider. Hein? Ce serait très apprécié. Car plus on va être nombreux et plus on va pouvoir aborder les différents sujets pour divertir et instruire nos amis ou nos connaissances qui sont malvoyants ou non-voyants, et même nos enfants, notre famille et tout ça qui sont voyants, parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir eux non plus. Donc la chaîne est vraiment pour tout le monde. En premier pour ceux qui sont comme Alain et moi, et ensuite pour tous les autres qui pourraient y être intéressés. N'oubliez pas de diffuser nos podcasts sur les murs de vos logiciels de clavardage comme Facebook ou Twitter, LinkedIn et d'autres. Donc, c'est encore une fois Pascal Cusson qui a pris un immense plaisir à être avec vous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.